Les 3 lois de l'hypnose selon l'abbé Faria. Dans cette vidéo, je vous explique comment l'abbé Faria, un pionnier méconnu de l'hypnose, a révolutionné cette discipline bien d'avant Freud et Charcot. Vous découvrirez ces 3 lois fondamentales, toujours utilisées aujourd'hui, qui transforment notre compréhension de la transe et, sujet qui m'intéresse, de la suggestibilité. Je vais aussi vous partager pourquoi ces découvertes, bien qu'anciennes de 2 siècles, restent essentielles pour les thérapeutes et pour les passionnés de l'hypnose. Alors, si vous voulez comprendre comment fonctionne vraiment l'hypnose au-delà des clichés, eh bien cette vidéo est pour vous. Je vous souhaite la bienvenue. Bonjour à toutes et à tous, je suis David Vigneron. Je suis formateur en hypnose clinique, EFT, thérapie brève et infirmier diplômé d'État. On y va, c'est parti avec les 3 lois de l'hypnose selon l'abbé Faria. Alors au tournant du 19e siècle, ça date un petit peu, alors que l'hypnose était encore enveloppée de mystères et de théories ésotériques, l'abbé José Custodio de Faria a opéré une rupture radicale. Originaire de Goa et formé dans les milieux intellectuels parisiens, ce scientifique portugais, iconoclaste, a révolutionné notre compréhension de la transe hypnotique en la détachant des croyances en un fluide magnétique défendu à l'époque par Franz Mesmer. Alors contrairement à ce dernier, qui attribuait donc l'hypnose à une force extérieure, Faria a démontré que le phénomène émanait entièrement de l'esprit du sujet. Cette idée audacieuse, pour son époque, a jeté les bases d'une approche scientifique de l'hypnose, merci, centrée sur la psychologie plutôt que sur le surnaturel. Cette méthode, fondée sur l'observation rigoureuse et l'expérimentation, a introduit un principe clé: la suggestibilité dépend avant tout de la réceptivité interne du consultant et non du pouvoir supposé de l'hypnotiseur. En rejetant le mesmérisme, Faria a ouvert la voie à des techniques plus efficaces et reproductibles, comme l'induction par fixation oculaire. Si vous pratiquez l'hypnose, on parle de fixation d'un point fixe, parfois la vision périphérique ou encore la modulation vocale. Alors, ces travaux, bien qu'en partie occultés par des querelles académiques de l'époque, ont influencé des figures majeures comme Charcot et Freud, posant les fondements de l'hypnothérapie moderne. Aujourd'hui, les découvertes de Faria conservent une pertinence frappante. Elles expliquent pourquoi certaines inductions hypnotiques fonctionnent mieux que d'autres et soulignent l'importance de l'alliance thérapeutique. En comprenant ces 3 lois fondamentales, les praticiens que peut-être vous êtes peuvent affiner leur approche et adapter leur intervention aux besoins spécifiques de chaque consultant. Parmi ces lois, la première, la suggestibilité naturelle, révèle un fait essentiel. Écoutez bien, chaque individu possède une capacité innée à répondre aux suggestions, mais à des degrés variables. Mais comment identifier et exploiter cette faculté pour optimiser vos séances avec vos consultants? L'abbé Faria établit un principe fondamental dans la pratique hypnotique. Tout être humain possède une suggestibilité naturelle, bien que cette capacité varie considérablement d'un individu à l'autre. Vous l'avez compris. Cette première loi remet en cause l'idée reçue selon laquelle seules certaines personnes seraient hypnotisable. En réalité, la différence ne réside pas dans la présence ou dans l'absence de suggestibilité, mais dans son intensité et la manière d'y accéder. C'est d'ailleurs ce que je répète très souvent dans mes vidéos YouTube et dans mes formations. Il y a des personnes qui sont hyper réceptives et des personnes qui sont normo-réceptives. Les recherches modernes en neurosciences d'ailleurs confirment cette vision en montrant que notre cerveau est structurellement conçu pour répondre aux suggestions. Quand un consultant entre en état hypnotique, on observe une modification de l'activité dans le cortex cingulaire antérieur, qui est la zone responsable du filtrage des informations notamment. Cette adaptation neurologique explique pourquoi certaines suggestions peuvent contourner les mécanismes critiques de l'esprit conscient. Pour vous, les praticiens, cette loi implique une approche différenciée selon les profils de suggestibilité. Les consultants hautement réceptifs répondent particulièrement bien aux inductions directives rapides et aux métaphores évocatrices. Leur système nerveux semble naturellement enclin à accepter les suggestions sans résistance significative.
A l'inverse, les personnes moins immédiatement réceptives nécessitent des approches plus nuancées, souvent basées sur des inductions conversationnelles notamment, ou des techniques de confusion qui contournent leur mécanisme de défense psychologique. L'évaluation préalable de cette suggestibilité devient donc un élément clé de la séance. Des tests simples comme la lévitation idéomotrice, des doigts, du bras, les doigts collés, on peut faire aussi, ou l'observation des réponses aux suggestions préliminaires, eh bien ça offre des indicateurs précieux. Certains consultants manifesteront des signes physiques clairs de transe, comme les REM, les Rapid Eye Movements, une respiration ralentie, un relâchement musculaire, les épaules qui retombent, etc. Tandis que d'autres nécessiteront une observation plus fine de leurs micro-réactions. Il faut calibrer. L'application thérapeutique de cette loi transforme la relation d'accompagnement. Plutôt que de forcer une induction standardisée, vous adaptez votre langage, votre rythme à la réceptivité naturelle du consultant. Cette approche personnalisée augmente considérablement l'efficacité des séances tout en renforçant l'alliance thérapeutique. La suggestibilité n'apparaît donc plus comme un don mystérieux, mais comme une capacité presque universelle que chaque consultant peut développer avec une bonne guidance, un bon accompagnement. Cette compréhension de la suggestibilité naturelle conduit directement à la deuxième loi de Faria, la concentration monoïdéique. Ce phénomène explique comment canaliser cette réceptivité vers un objectif thérapeutique précis, créant des conditions optimales pour le changement. Secondo, l'abbé Faria identifia un mécanisme central de l'hypnose que la science moderne vient confirmer, la concentration monoïdéique. Ce phénomène décrit un état où la conscience se focalise exclusivement sur une seule idée ou sensation, créant ainsi une porte d'entrée vers le fameux inconscient dont on parle tant en hypnose. Alors contrairement aux états de distraction quotidienne, cette hyperconcentration permet aux suggestions thérapeutiques de contourner ce qu'on appelle les fameux filtres critiques du mental. Le mécanisme neurologique sous-jacent implique une réorganisation temporaire des réseaux cérébraux. D'ailleurs, les études en neuroimagerie montrent une diminution de l'activité dans le réseau du mode par défaut qui est responsable de la rêverie, tandis que les zones de focalisation attentionnelle s'activent, elles, d'une façon intense. Cette configuration unique explique aussi pourquoi les suggestions reçues en état monoïdéique acquièrent une telle puissance transformative. Plusieurs techniques issues des travaux de Faria permettent d'induire cet état avec précision. La fixation oculaire, on observe finement, attentivement un point fixe, prolongé, sur un point stable, le point fixe, il ne bouge pas, c'est un exemple, et bien ça provoque une fatigue des muscles des yeux en général, qui se répercute sur le système nerveux central. C'est peut-être une induction que vous connaissez, utilisez et maîtrisée. De plus, la modulation vocale synchronisée avec le rythme respiratoire du consultant, on parle aussi de mirroring respiratoire, notamment avec les suggestions, eh bien ça contribue à amplifier cet effet. Les suggestions spatiales comme si vous descendez un escalier, c'est un exemple, exploitent quant à elles les circuits neuronaux de la mémoire kinesthésique. Le kinesthésique, on en parle aussi énormément en hypnose. En pratique, cette loi trouve des applications remarquables. Par exemple, pour la gestion de la douleur chronique, la focalisation de l'attention sur une sensation de chaleur ou de légèreté, ça permet de modifier littéralement l'expérience sensorielle. Ça fait pas tout, c'est un début, testez, vous verrez. Dans le traitement des phobies, autre exemple, le monoïdéisme dirigé vers un souvenir ressource, ça crée une nouvelle association neuronale qui supplante finalement la réaction de la peur. Encore une fois, ça ne fait pas tout, mais c'est un début. Il faut néanmoins indiquer que l'efficacité de ces interventions repose sur la capacité à maintenir cette concentration que je qualifierais comme unidirectionnelle pendant la durée critique, pendant toute la durée de la séance, mais vraiment une concentration critique qui est nécessaire à cette plasticité cérébrale. Alors, l'erreur commune consiste à croire que le consultant doit vider son esprit. D'ailleurs, peut-être que vous utilisez des suggestions qui vont dans ce sens.
Faria démontra au contraire que c'est le remplissage conscient par une seule représentation mentale qui produit les effets les plus profonds. Votre rôle consiste alors à sélectionner avec soin l'idée guide la plus pertinente pour l'objectif thérapeutique, les fameux objectifs thérapeutiques, puis à maintenir cette focalisation jusqu'à ce qu'elle s'ancre dans les processus inconscients. L'abbé Faria établit un troisième principe, j'arrive donc au troisième principe, qui bouleverse encore aujourd'hui la pratique hypnotique. Le véritable agent du changement, ce n'est pas l'hypnotiseur, mais c'est le consultant lui-même. Cette loi d'autosuggestion consciente représente un pivot fondamental dans l'accompagnement thérapeutique. Elle postule que chaque individu possède la capacité d'influencer délibérément son propre fonctionnement psychique et psychologique. D'ailleurs, les découvertes récentes en neurosciences apportent un éclairage saisissant sur ce mécanisme que je qualifie de fascinant. Quand un consultant formule mentalement une autosuggestion, son cerveau s'active et il active les mêmes réseaux neuronaux que si l'expérience était réellement vécue. Ce phénomène de simulation interne, finalement, explique pourquoi la répétition d'affirmations positives peut modifier durablement les schémas de pensée et même déclencher des changements comportementaux mesurables. Et là, j'imagine que vous établissez des liens avec la fameuse méthode Coué. La méthode Faria, je reviens à elle, se distingue radicalement des approches autoritaires traditionnelles. Plutôt que d'imposer des suggestions de l'extérieur, elle guide le consultant vers la découverte de ses propres ressources internes. Cette approche respectueuse s'avère particulièrement efficace avec les personnalités résistantes ou des individus à fort besoin de contrôle. Les personnes qui sont dans le contrôle, vous les connaissez, on les connaît, c'est pas toujours évident. Et donc en devenant acteur de sa transe, le consultant renforce simultanément son sentiment d'efficacité personnelle et sa motivation au changement. L'application de cette loi suit toutefois un protocole bien précis. Après avoir identifié l'objectif thérapeutique, le praticien que vous êtes peut-être aide le consultant à formuler des autosuggestions spécifiques, positives et réalisables. Notez bien, des autosuggestions spécifiques, positives et réalisables. Ces formulations, elles doivent évidemment impérativement utiliser le vocabulaire et les représentations mentales propres aux consultants. Pourquoi ? Pour maximiser leur impact. Des techniques d'ancrage associées à des stimuli sensoriels, toucher, son, image, etc., viennent renforcer la mémorisation de ces suggestions. L'efficacité de cette approche se vérifie particulièrement dans la gestion du stress et des troubles anxieux. Les consultants apprennent à déclencher par eux-mêmes des états de calme et de ressourcement sans dépendre de l'intervention du thérapeute. Cette autonomisation constitue l'héritage le plus précieux de la méthode Faria, ce qui transforme la relation thérapeutique en un véritable partenariat où le praticien devient guide plutôt que autorité. Ces trois lois fondamentales, suggestibilité naturelle, concentration monoïdéique et autosuggestion consciente, eh bien elles forment un système cohérent qui conserve toute sa pertinence 2 siècles après sa formulation. Parce que ça ne date pas d'aujourd'hui, vous l'avez compris, tant et si bien que leur application rigoureuse permet, pour moi en tout cas, d'adapter avec finesse vos consultations aux besoins qui sont souvent spécifiques de chaque consultant. Voilà tout ce que je souhaitais vous partager dans cette vidéo. Sachez que vous pouvez vous abonner à mon canal Telegram, c'est tout à fait gratuit, profitez-en, puisqu'une fois par mois, je vous diffuse du contenu, des bonus, des mini-formations, etc. qui sont exclusivement produits pour ce groupe. Vous les trouverez nulle part ailleurs. Alors pour vous inscrire, pour me rejoindre gratuitement donc, c'est sous cette vidéo, profitez-en. Vidéo que j'espère vous avez aimée, n'hésitez pas à liker en cliquant sur le pouce bleu et puis vous pouvez pour finir vous abonner à ma chaîne. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé quand je sors de nouvelles vidéos. C'est gratuit, c'est régulier, profitez-en et si vous avez des remarques, commentaires, suggestions ou autres, c'est sous cette vidéo dans la partie prévue pour cela. Je réponds à vos commentaires, remarques ou suggestions sans aucun intermédiaire. Merci pour votre attention, on se retrouve dans de prochaines vidéos. À très vite.